Ça, c'est pour enregistrer ces dictaphones. Oh. Comment tu te présenterais? Comme une vieille mamie. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je dise? Ça m'arrange pas parce que c'est pas du tout dans mon état d'esprit, alors voilà, ça me coûte beaucoup. Pas pour certaines raisons, hein, parce que j'ai perdu beaucoup de choses sur mes facilités de bouger, etc. Quoi, c'est ça, surtout. Voilà. Tu es né où? T'as grandi où? Ah, moi, je suis né à Bordeaux. Je suis né à Bordeaux, je suis venu ici que j'avais 8 ans. Mon père a repris une entreprise dans le rue Gambetta à Saint-Jean-de-Luz. Il était ingénieur électricien. Et c'était juste encore en période de guerre. Mon frère s'est engagé dans l'armée, parce que lui était plus âgé, on avait 6 ans de différence. Il s'est engagé dans l'armée et est parti en Algérie. Il était aviateur militaire, voilà. Mais seulement, il est parti, mais jusqu'à l'âge de 20 ans. Il est revenu à 20 ans pour les fêter son anniversaire, et un mois après, il était mort. Mort en Algérie, parce que dans des services qui transportaient de l'essence et tout ça dans le Sahara et tout, bon, enfin bref, il a eu un accident, et puis il n'est jamais revenu. Il est revenu, oui, mais pas vivant, quoi. Hein, voilà. Alors ça, c'est une triste histoire, c'est une sale période de l'époque, voilà. Et tout ça parce que les jeunes, à ce moment-là, ils avaient le mauvais âge. Pour les jeunes, avec l'armée, les Allemands qui étaient là, tout ça, c'était pas évident, quoi. Voilà. Mais bon, c'était très difficile. La seule chose que je me rappelle, c'est marrant, c'est plus des à côté que ça. C'est-à-dire qu'on a fait venir mon père à la mairie pour lui annoncer le décès. Et ça, c'est moche. Parce que normalement, le gars, le maire ou le responsable, ils auraient dû se déplacer et venir à domicile. C'est pas des choses à faire, quoi. Voilà. La seule chose que je me souviens, c'est qu'on avait raconté, quand on lui a dit ça, il est tombé sur une chaise, il est assis, et voilà. Bon, c'est dur à accepter. Surtout que les rapports entre père et fils, c'était pas tellement la joie, hein, tous les deux, mais enfin, bon, ils avaient fini par trouver des accords, ça a commencé à aller bien. Et sous le titre de l'armée, mon frère a fait des études. Et il a fait des études d'électricien pour aider son père, voilà. Et quand c'était fini, il est mort un mois avant sa libération. C'était la fin de son trimestre là-bas en Algérie, et 3 mois avant son mariage. Voilà. Alors après, c'est toute une épopée. Après, il vient, on fait venir sa fiancée ici et tout, on l'a vécu ici avec nous. Enfin bon, c'est pénible tout ça, voilà. Mais je ne peux pas dire que j'ai beaucoup vécu avec mon frère. Oui, quand il était plus jeune, plus petit, mais bon, après, plus grand, c'est dommage. C'est dommage parce que c'était quand même un gentil garçon, un bon personnage et tout ça. Bon. C'est comme ça la vie. Et puis bon, les 6 ans de différence, ça fait beaucoup. Moi, j'avais 14 ans quand il est décédé. Et puis, on ne réalise pas les choses de la même manière à cet âge-là. C'est pas pareil. Enfin, je pense que c'est plus tard que ça me manquait. Parce qu'il manque quelqu'un à qui parler, à qui raconter des histoires et tout ça. Bon, c'est normal. Voilà. C'est pas de belles histoires tout ça pour le moment. Voilà. Et alors le caractère des deux personnages. Regarde les yeux langoureux de mon frère. Hein. Et moi, c'était pas pareil du tout, c'était pétillant, c'était pas... Ça, c'est l'annonce du décès.
Les 8 premières années à Bordeaux, tu t'en souviens ou tu te souviens qu'à partir Très de... vaguement. Je me souviens de certaines choses, pas particulièrement de trucs agréables d'ailleurs. Ah. Mais je me souviens, oui. Oui, mais c'est très... C'est très loin pour moi. Mes grands-parents à Bordeaux, c'était... Il y a grand-père et grand-mère Périgot. C'était un dessinateur et graveur sur pierre, le grand-père. Et chaque fois qu'il... Tu vois, il y a des trucs qui me reviennent comme ça. Chaque fois qu'il gravait ou qu'il dessinait, il chantonnait. Il chantonnait. Et il avait une araignée au plafond, une véritable araignée au plafond, qui descendait chaque fois. C'est que les araignées aiment la musique. Et alors, elle descendait jusqu'à venir à côté de lui, comme ça, tant qu'il chantait. C'est curieux, hein? Il avait des moustaches extraordinaires, le grand-père. Il a fait chef d'orchestre. Bon, il n'a pas été officiellement chef d'orchestre, mais il a fait chef d'orchestre. Hein. Okay. Oui, c'était un musicien. Hein. Il jouait de 17 ou 18 instruments, je crois. Une chose comme ça. Le violon, la flûte. Mon oncle Pierrot jouait la flûte, lui. L'harmonica et la flûte. Et le grand-père, lui, c'était le violon et des trucs comme ça. Ouais. Et toi? Toi, tu jouais quoi? Piano. Tu t'y es mis quand? Ah, il était content. Il était venu quand il était venu à la villa à Sainte-Barbe, il était content de me voir jouer du piano. Il était resté près de moi, etc. Oui. Ça, il était bien. Oui. T'as commencé jeune? Ou à la Sainte-Barbe? Je ne me rappelle plus, mais assez jeune. Assez jeune. Plus toute gamine, quoi. Alors, je faisais de la musique, mais je chantais très bien. Je sifflais très très bien. Et à Aetz, les dames qui doivent venir me voir, ont toujours ce souvenir-là. Parce que quand je suis allée habiter à Aetz, bon, moi, je fais comme à la maison, hein, j'ai les fenêtres ouvertes, etc. Je sifflais, je chantais. Et j'ai été repérée par le voisinage. Et alors, il y avait un vieux monsieur, le père de monsieur Urquilla, et lui, il avait une vache. Et il promenait sa vache. Alors, chaque fois qu'il passait devant chez moi, il s'arrêtait avec sa vache dans la clôture et tout ça. Parce qu'il écoutait, parce que j'étais toujours en train de siffler ou de chanter. Alors, une fois, je vais boire de café chez eux, chez sa fille et tout ça, un peu plus loin. Madame Lémence, dit sa fille, il faut que je vous dise quelque chose. Mon père, quand il passe devant chez vous, il s'arrête avec la vache. Mais c'est pour vous écouter siffler. Le monsieur était touché. Il dit, oui, écoutez, madame, oui. Mais écoutez, moi j'ai connu quelqu'un qui sifflait. C'était un ouvrier chez moi. Mais d'un air de dire, c'était un homme. Il paraît que je sifflais très bien. Maintenant, je suis incapable d'en sortir un son. Hein. Enfin, bon, voilà. Alors, ils ont ce souvenir-là. J'avais toujours la musique dans le salon. Je dansais, je chantais, je faisais un tas de trucs moi, dans le salon. Hein. Voilà. Eh bien, ce fut un temps, n'est-ce pas? Et après, les grands-parents du côté de mon père, c'était en Belgique. Mais j'ai pas... Bon, mes grands-parents à Bordeaux, oui, j'ai des souvenirs beaucoup plus précis que ceux de Belgique, parce que j'ai pas vécu avec ceux de Belgique. J'ai vécu, mais sans m'en souvenir. Par exemple, je sais que mon grand-père, c'était un grand costaud, hein, qui me tenait dans sa main, assise, c'était représenté quand j'étais bébé, comme ça, un petit peu. Mais c'est des trucs que je sais parce qu'on me les a racontés, quoi. Et la grand-mère Dumont, alors elle, c'était une petite femme. Alors le gros costaud, c'était un videur d'ailleurs, hein, on l'appelait pour, s'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans un bar, comme ça, ça allait, quoi. Il a été veilleur de nuit à l'Opéra de Bordeaux. Et alors donc il avait des entrées gratuites pour les opéras et tout ça. Alors mon père et ma mère, je les ai toujours entendus chanter. Tous les opéras et tout ça, c'est fou. Ils adoraient tout ça, quoi. Le grand-père. Mais je sais tout ça parce que plus qu'on les a racontés que
je me rappelle les avoir vécues, quoi. C'est ça. Et la grand-mère aussi, c'était un personnage, paraît-il. Hein. Petite femme, mais beaucoup de caractère, etc. Par exemple, je sais on m'a raconté que quand ils sont rentrés chez eux, ils se sont rendus compte qu'il y avait eu des visiteurs. Alors, ni une ni deux, elle est allée à la cuisine après un couteau. Et suivez-moi, Henri. Et c'était elle qui parlait, mon grand-père suivait dans toutes les pièces, etc. Mais c'était elle qui passait partout avec. Comme ça. Et mon oncle Pierrot. Alors, mon oncle Pierrot, ça c'est un personnage aussi. C'est comme mon frère. J'avais 6 ans d'écart avec mon frère, et avec mon oncle Pierrot, 10 ans. Alors disons que c'était comme un frère, quoi. Ouais. C'est vrai qu'à l'époque, il avait, disons qu'il y avait toujours la Gestapo ou un truc comme ça qui fouillait partout, quoi. Et ils étaient rentrés dans la maison de mes grands-parents, quoi. Et lui, il était absent, il travaillait chez des bouchers, lui. Et alors, il était très libre, il allait d'un côté ou de l'autre, et tout ça, puis les flics qui étaient venus chez mes grands-parents, ils demandaient à le voir, quoi. Ils voulaient l'arrêter. Quand ils sont venus, bon, lui, il rentrait pas à la maison, donc ils ont questionné ma grand-mère et mon grand-père. Mais mon grand-père leur a dit, écoutez, restez tranquille, parce que ma grand-mère déraillait un peu. Elle dit alors, faites pas attention à ce qu'elle va vous raconter, etc. etc. Donc après, il y a eu, comment elle s'appelait donc, sa copine, pétard, qui est venue, là, qui est rentrée, qui est venue pour se rejoindre à eux. Par contre, elle, ils l'ont arrêtée, ils l'ont torturée, etc. Mis des coups de couteau dans les cuisses et tout pour la faire parler, pour savoir où était mon oncle Pierrot. Et ils l'ont emmené. Et ils ont emmené mon grand-père aussi en prison à Bordeaux aussi. Et après, mon oncle Pierrot est arrivé. Alors là, parce que il a joué un peu la comédie quand il est venu. Si tu veux, il a fait celui qui a eu peur, qui avait besoin d'aller à la toilette. Donc il y avait la cuisine, un couloir et water en face. Alors il est allé là, dans les water, et il y avait un type qui gardait, mais bon, il trouvait sans doute que c'était pas très agréable à sentir. Alors il a laissé tomber un peu la garde, et il en a profité pour partir, pour s'échapper. Et alors il y a eu une course dans Bordeaux, dans les rues. Et alors dans les rues à Bordeaux, il y a des maisons où il y a, au rez-de-chaussée, près du trottoir, il y a des ouvertures. Et si vous voulez, il y a en dessous, il y a pas forcément des caves, parfois c'est une cuisine, parfois quelque chose comme ça. Et lui, il a trouvé une truc ouverte, il est rentré, et puis il y avait une femme qui était occupée avec du linge, je ne sais pas quoi, et puis il a mis les mains sur la bouche, et puis il a dit surtout taisez-vous, ne dites à vous rien, on me poursuit. Et alors c'est comme ça que les gars sont partis partout, on a attendu que ça se tasse. Et alors il s'est excusé auprès de la femme, et puis la femme, elle a dit, après elle a dit, vous voulez que je vous chauffe du café, quelque chose que je vais boire? Alors elle a dit oui. Elle est arrivée avec le truc comme ça, c'est pour le voir de l'avoir peur. Mais tout ça, je raconte, moi, si c'est vrai, raconté par lui, c'est tout un monde, tu sais, c'est toute une histoire. Et sa compagne, alors, elle est allée en... Alors, après, ils sont allés habiter à Ludon, dans la campagne près de Bordeaux. Ils avaient loué un petit truc. Et c'est là qu'après, lui, il a eu un accident. Il a été pris il était en vélo, ou je ne me rappelle plus, je crois en vélo, c'est ça. Et il a été accroché, un truc comme ça. Mais elle n'a pas été amenée en camp de concentration? Non, elle a été en camp de concentration. Comment ça se passait? Elle est revenue. C'est quand elle est revenue qu'elle est... Oui, mais après, ça ce que je te raconte, c'est pendant la période de guerre. Et après, elle est revenue après. Elle est revenue bien longtemps après à la fin de la guerre. Ouais. Et elle était toute amaigrie, enfin, elle était affaiblie. Oui. Non, je sais que il est revenu. Bon, par contre, il s'est occupé d'elle. Et c'est vrai, c'est là que je dis qu'ils ont trouvé une maison à la campagne, ils sont allés se loger là. Malheureusement, c'est lui qui a eu un accident de voiture, quoi. Ok.
Mon oncle Pierrot, il était beau, hein. Ouais. T'es un beau garçon, hein. C'est vrai que j'étais en pension, pétard. Oh. Chez les religieuses, au départ. C'était un esprit très particulier, là. Par exemple, on recevait du courrier, mais c'était elle qui le lisait. Ah oui. Alors, le soir, avant de se coucher, on faisait une promenade dans la cour et on faisait des prières. Et puis, j'ai appris comme ça, tout d'un coup, nous allons faire une prière pour le frère de Claudine. Hein? C'est comme ça, qui a eu un accident pour qu'il guérisse, etc. Et c'est comme ça que j'ai su que mon frère a eu un problème aussi quand il était à l'armée. Bon. Et je passe sur la question de toilette. Par exemple, il y avait des douches, mais on ne s'en servait pas. Il y avait les patates dans les douches. Il y avait des patates dans les patates. Il ne vous douchez pas? Je ne douchais pas. Et pour faire sa toilette intime, il fallait une ordonnance des médecins. Ah oui. C'est horrible. Ah, c'était horrible. T'as passé combien de temps? Non, même pas. Oui, on a terminé. Ah, oui. Et même oui. Même un an, c'est insupportable. Oui, non, c'est puis l'esprit très, très, très particulier là-dedans. Après, je suis rentrée au lycée à Dax. Alors là, c'était pas pareil. Là, on avait droit à la douche, mais une fois par semaine. Là. Une fois par semaine. C'était comme ça. Mais en fait, c'était autre chose quand même. Pour faire la toilette et tout, c'était pas pareil. Et puis bon, on faisait du sport et tout ça. Attends, j'essaye de me souvenir, parce que chez les religieuses, on faisait du sport. Alors, il fallait une tenue particulière, mais oui. Il fallait un short. Bon, maintenant, on rigole, mais dans le fond, on a porté des bermudas aussi. Hein, bon, on faisait un short jusque-là et tout ça. Enfin, bref. Jusqu'au genou. Bon, après, bon, là-bas, après, à Dax, c'était différent, c'était pas du tout pareil. Et puis, bon, enfin, il y avait la fréquentation du lycée garçon qui n'était pas loin aussi. Souvent, dans le terrain de sport, ça se voyait, quoi. Voilà. Mais voilà. Bon, je crois que je suis resté 2 ans, là, à Dax. Bon, et puis après, je suis allé jusqu'au brevet, après terminé. J'étais tellement brillante dans les études que c'était pas la peine d'insister. Hein? Au grand désespoir de mon père, parce que lui, c'était quand même quelqu'un, c'était un caillou. Hein. C'était quelqu'un, lui. Alors, entre son fils et sa fille, il n'a pas été gâté. Voilà. Ici, à l'âge de 7 ans, 8 ans, tu vois les gosses, ils sont réveillés, ils sont pas pareils. Parce que moi, j'étais dans les jupes de ma mère. Alors, disons que j'ai commencé à vivre ici différemment, quoi. C'était pas du tout le même esprit. C'était bien, c'est l'époque où je faisais du patin à roulette. Ma mère avait une peur bleue de me voir, parce qu'après, on habitait en la hauteur, alors je descendais. C'est comme quand je regarde le ski là, à la télé, pareil. Quand on pense tout ce que je faisais, puis que maintenant je suis dans un fauteuil, comme ça, c'est bien. Voilà. Rien de transcendant. Qu'est-ce que tu veux que je raconte encore sur le coin ici? C'est pas... Moi, je ne suis pas un personnage extraordinaire. Hein. Après, bon, oui, le vécu, après, c'est autre chose. Après, il y a déjà ta mère. Qu'est-ce qu'elle faisait? Tu n'as rien parlé de ton père, mais... Oh, maman, elle s'occupait de la maison. Elle faisait de la couture, des machins. Elle était très douée pour la couture. Hein. Et non, elle restait à la maison, c'était pas pareil. Mais elle vivait pas comme couturière, elle en vivait de la couture, non? Non, elle n'en vivait pas. Elle travaillait toujours à cause, mais elle n'en vivait pas. D'accord. Mais elle faisait la couture pour tout le monde, quoi. Elle cousait bien, oui, c'est vrai. Elle vous a appris à coudre aussi? Non. Pas du tout? Non. Non, c'est pas cool. Oh, je vais faire, oui, ce qu'il faut, oui, bien sûr, oui. Faire des choses, bien sûr, mais enfin, c'est pas comme elle, quoi, c'était bien. On lui demandait quelque chose. D'ailleurs, s'il y avait des photos, on verrait les trucs qu'elle me faisait, quoi. Les trucs à la mode, le pantalon long, large et tout ça, c'est elle qui les faisait, quoi. Elle faisait pas... Ah oui, elle faisait tout, oui. Ah non, elle faisait... Non, elle était très belle, très bonne couturière, ah oui, c'est ça, oui. Une bonne couturière. Après, c'était la plage, c'était ci, c'était là. Quand je pense à la plage,
qu'est-ce que j'ai nagé, etc. Tu sais qu'autrefois, je faisais la traversée de la baie jusqu'à l'Arta et revenir comme ça. Hein. Et il n'y avait pas de surveillance particulière. Après, il y a les clubs qui se sont installés, tout ça. Mais après, quand tu faisais ça, si tu faisais ça, il fallait être surveillé par les moniteurs et tout ça, ils te suivaient et tout. Est-ce que moi, à l'époque... Tu faisais ça sans surveillance. Quand les Allemands sont partis, ils ont laissé sur la plage, il devait y avoir dans l'eau, je ne sais pas comment, une chaîne avec des bouées, etc., pour empêcher les bateaux de rentrer, quoi. Et tout ça, ça avait été coupé, et il y avait des bouées qui s'éparpillaient un peu partout, quoi. Et il y avait une bouée qui venait au bord de l'eau, et nous, gamines, on montait dessus. Jusqu'au jour où, je me dis, mais pourquoi c'est rouge comme ça, tout autour de moi, qu'est-ce que c'est? Et je me suis fait une coupure, une entaille à la jambe, parce qu'autour de la bouée, il y a un truc en métal, et ça m'avait scié comme ça. Et alors, bon, les filles disaient, oh, il faut appeler le chirurgien, ça. Ah, mais il est là sur la plage, il est là. Oui, il fréquentait à l'époque le chirurgien. Alors c'est lui qui m'a emmené. Et à l'époque, c'était un fiacre. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien. Je suis parti en fiacre jusqu'à l'hôpital, pour me ramener à la maison en fiacre et tout. C'était comme ça, il n'y avait pas de voiture. C'est quoi un fiacre? Avec un cheval. Ah oui. Hein, une voiture à cheval. Okay. Hein. Et ouais, c'est comme ça. Ouais. Ma mère, je lui avais dit de ne pas aller à la plage, parce que maman, elle n'était pas du tout pour la plage. Puis maintenant, la pauvre, elle est dans l'eau. Et oui, hein, quand j'y pense. Enfin, elle a demandé à être incinérée et aller dans l'eau. Elle est dans l'eau, dans la mer, ouais. C'est curieux. Enfin, elle n'était pas partie pour la plage, elle n'aimait pas ça. Enfin, c'est comme ça. Hein? Et pourtant... c'est curieux. Ouais, hein? Il y a des drôles de trucs comme ça, c'est vrai. Ouais. Hein? Non, mais ce qu'elle ne voulait pas, c'était aller dans une tombe. Pourtant, il y a une tombe, il y a encore, si on veut, il y a encore une place. Hein. Mais bon, c'est vrai qu'on n'était pas... C'est-à-dire que l'idée qu'il y a dans la tombe, il y avait sa mère et son fils. Et l'idée d'aller auprès de sa mère et de son fils dans la tombe, ça a dû... Le fiacre, il transportait aussi des trucs, des blocs de glace aussi, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de frigo. Il y avait un frigo, mais ce n'était pas électrique, c'était de la glace. On mettait des blocs de glace, une glacière, quoi. Et ça, on achetait ça aux commerçants, ils venaient le porter à domicile, quoi. Comment... tu as rencontré papy? Ah, alors attends, comment ça s'est passé? Ça, c'est autre chose, ça. Toujours les histoires de fin de guerre, hein, ça aussi. Parce que la famille de Belgique, parce qu'on a une famille en Belgique, famille de Belgique, des cousins de ça qui sont descendus pour se retrouver, se reconnaître, etc. Et parmi, il y avait un cousin, un jeune cousin qui était venu, et nous, à ce moment-là, on avait Arlette, c'est-à-dire la fiancée de mon frère, qui vivait avec nous. Alors, il est tombé amoureux, et puis de là, les choses se sont faites avec le temps. Ils se sont mariés, tout ça. Bon, quand je suis allée en Belgique pour le mariage et tout ça, j'ai fait connaissance de la famille, et notamment papy. Voilà. C'est comme ça que c'est venu. Après, on s'est écrit, et après, on a trouvé le moyen de se marier aussi. C'est fou la joie qu'on a sur le visage quand on se marie. Ouf, ouais. Ça fait pas rêver, hein. C'est fou. Oula, ouais. Mais disons, faut dire aussi que c'était... Prendre les photos, c'était pas marrant. Hein. Le vieux monsieur, il avait... C'était un vieux monsieur, photographe. Et il avait... Son pantalon qui arrivait là. Voilà, c'est ça. Son pantalon arrivait là, je me rappelle. Jusqu'aux épaules, quoi. Ouais. Il y avait des petites bretelles. Et ça, c'est un autre phénomène, ça. Tu connais? Ah oui. C'est son papa. Ah oui. Non, mais c'est vite dit, tout ça. Tu te rends compte qu'on s'est mariés et quelques mois après, on était au Congo.
hein, Congo belge. Bon, il avait un emploi là-bas. Et c'est comme ça que ton papa est né là-bas. Eh oui. Voilà. Et vous êtes resté combien de temps là-bas? 3 ans. Parce que moi, quand j'étais là-bas, je parlais du Pays Basque. Hein, je parlais pas de... On a des attaches, on ne se rend pas compte. Hein. On ne se rend pas compte, c'est qu'on est influencé par certaines choses qu'on a vécues, etc. Et moi, je disais, mais quand même, là-bas, c'était beaucoup plus beau, tout ça en parlant d'ici, quoi. Bon, et puis il y a ça. Puis après, quand je suis revenu, mon père avait eu des problèmes de santé, plus le décès de mon frère, même s'il y avait le mariage après, tout ça, c'est pas ça. Il reste toujours quelque chose, un souvenir très, très dur à garder pour le décès du fils, etc. Alors donc, quand je lui ai dit que mon père voulait nous garder, c'est-à-dire qu'il avait peur de me revoir partir. Il avait déjà peur quand je suis parti, puisque son fils était déjà mort en Algérie. Il s'est dit, si elle repart encore... Alors finalement, il dit, vous voulez pas rester, parce que là, j'ai un emploi pour papy, là, comptable, etc. Bon, elle dit, oh, moi, si tu veux, je suis très bien ici, moi, je veux bien rester ici. Alors il a fallu inciter papy à rester ici, lui, il n'a pas refusé non plus, voilà. Et c'est comme ça qu'on est resté ici, voilà. Voilà. Et toi, t'as fait quoi du coup? Lui, il était comptable? Ah lui, moi j'étais à la maison. Hein. Il y avait dans la rue Gambetta, il y avait l'électricité, il y avait en face un magasin de linge basque, et à côté un marchand de vin, et plus loin le boucher, la fille du boucher, je connaissais Hélène. Autrefois, il y avait une boucherie et charcuterie. Et c'était le grand-père qui tenait la charcuterie. Il a fait cadeau de la charcuterie à Hélène, qui, elle, l'a transformée en confiserie. Et alors, elle était contente d'avoir ça, mais seulement, elle aussi, elle avancé en âge. Elle s'est mariée et elle trouvait quelqu'un, une gérante pour sa confiserie. Et je l'ai prise. Pendant 10 ans, j'étais vendeuse de bonbons. Voilà. Moi, il me fallait une activité. Puis de là, la femme du boucher tâtait le tennis, elle. Et alors un jour, elle m'a amené, en haut de la rue Gambetta, il y avait un tennis. C'est très curieux, maintenant c'est un parking, mais autrefois c'est ça. Alors ça me plaisait bien. Bon. Au bout de 10 ans, j'ai dû laisser la confiserie parce que ça ne rapportait pas suffisamment. À côté, il y a Dodin qui s'était installé. Dodin, c'était un grand confiseur. Et puis en plus, il y a eu les grandes surfaces. Alors tu sais, une boîte de bonbons, chocolat et tout ça, tu trouves ça là, dans les grandes surfaces, maintenant comme rien. À l'époque, c'était pas comme ça, quoi. Bon, enfin voilà. Alors tout ça, ça a joué que c'était pas intéressant de garder la confiserie. De là, j'ai quitté, je suis allé tester le tennis à Saint-Jean-de-Luz, là, en haut. Et là, il y a un couple qui venait d'Algérie, un professeur de tennis. Et moi, j'allais avec mes copines pour jouer, comme ça, pour le plaisir. Mais un jour, je lui ai dit, écoutez, je voudrais bien prendre quelques cours, s'il vous plaît, pour apprendre à servir. Il me regarde, il me dit, avant d'apprendre à servir, il faudrait peut-être apprendre à faire un coup droit et un revers. Alors ça vous met tout de suite à l'aise, vous savez dans quelle situation vous vous trouvez. Disons que pendant 2 bonnes années avec lui, j'ai pris des cours, puis ça marchait très très bien. Bon, puis après, les circonstances de la vie sont très très particulières. On a eu un accident de voiture. L'accident de voiture, j'ai eu le bras cassé. Le poignet cassé. Le chirurgien avait dit, il ne faut plus penser du tout au tennis, il ne faut plus penser... Et quand on avait signalé ça au professeur de tennis, celui qui m'avait appris à jouer, il a dit qu'il ne fallait pas écouter. Il avait bien raison. Hein. J'ai repris avec la rééducation, le gars en question, Garat, il s'appelle Jean Garat. Il connaissait un jeune joueur de rugby qui travaillait au golf de la Nivelle et qui travaillait en tant que professeur de tennis. Alors il me dit, bon, vous allez aller là, puis on va voir ce qu'il va dire. Alors ça a très très bien marché.
Et au bout de quelques temps, il me dit, écoutez, moi je serai que vous, j'aimerais bien que vous m'aidiez à faire donner des cours aux enfants, etc. Oh, je dis, moi je veux bien, mais je ne donne pas des cours comme ça. Si c'est ça, je veux bien être enseigné moi-même, à savoir comment il faut faire, comment... Alors on m'a envoyé dans les Landes. Dans les Landes, j'ai passé des week-ends dans les Landes pour apprendre à éduquer les enfants au tennis, etc. Voilà. Et c'est comme ça que ça a démarré. J'ai donné des cours jusqu'à 75 ans. Oui. Voilà. Et encore, parce qu'il fallait que je m'occupe de maman. Maman est morte à 103 ans. Alors quand même, arrivé un moment, il fallait quand même que je sois là auprès d'elle, etc. Puis moi-même, je fatiguais quand même. Il faut quand même reconnaître qu'il ne faut pas plaisanter, là. Il faut vivre ce qu'on a envie de vivre, c'est tout. Ça vaut mieux. Profiter, même plus tard, tu sais. Tu dis ça à des jeunes, mais je parle. Oh, tu m'emmerdes, toi. C'est encore un 04 71. Je sais pas. Allez, hop. 71, j'ai relisé. Il faut profiter de ce qui se présente, il faut essayer. S'il y a quelque chose qui plaît vraiment, il faut le faire. Enfin voilà, bon, tout... Ça marche, merci. Mais il est midi moins le quart. Vous avez préparé à manger? Non, mais attendez. Ouais, mais je ne suis pas un personnage tellement intéressant, moi. C'est super. Merci, c'est intéressant.